Alors, j'appelle Mathias Mondo, qui représente le directeur général de la PME. J'appelle également Madame Abiola, Hafsat Abiola, la présidente de Women in Africa. Applaudissez à tout rompre à nouveau. Et enfin, j'appelle Mounir Alloz, qui représente Business France. Vous pouvez l'applaudir également. Bien, bienvenue à tous. Donc on a autour de la table principalement des agences publiques qui sont en charge de développer, accompagner, attirer des entreprises, des investisseurs dans leur pays. On a également le réseau Women in Africa, mais qui a aussi cet objectif d'aider les entreprises à se développer, les entreprises portées par des femmes. Donc on va échanger aujourd'hui. Je précise que cette session d'ailleurs est enregistrée et vous pourrez la revoir sur Internet. On va regarder un petit peu quelle place a la diaspora pour ces différentes agences qui attirent aussi bien des grandes entreprises multinationales dans leur pays que des startups et donc des projets aussi de la diaspora. Donc quelle place ça a, cette diaspora, quelle importance ça a dans leur pays et comment ça a pu évoluer. Et puis qu'est-ce qu'ils proposent finalement pour faciliter le chemin de l'entrepreneur ou de la personne de la diaspora qui est dans une entreprise en position de direction, de décision, pour venir s'implanter sur le pays. Alors on va commencer par les agences des différents pays qui sont représentées. Je vais passer la parole d'abord à Madame Rajatwil, qui dirige le bureau de la FIPA, Foreign Investment Promotion Agency de Tunisie à Paris. Donc, alors Madame Twil, voilà, prenez un micro. Dites-nous, pourquoi pour vous c'est important de cibler cette diaspora? J'imagine qu'à Paris, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de Tunisiens qui sont présents. Qu'est-ce que vous attendez en fait de la diaspora en tant que pays, la Tunisie, en tant qu'agence? Et puis, qu'est-ce que vous faites pour leur faciliter le chemin? Merci Emmanuel. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe Meet Africa, Anima, Expertise France et tous les partenaires organisateurs de cet événement. Donc moi, c'est Rajatwil, je dirige le bureau France de l'agence Invest in Tunisia. On est une agence gouvernementale qui est sous tutelle du ministère de l'économie en Tunisie. On est en charge de l'accompagnement des entreprises françaises et des entrepreneurs étrangers dans l'implantation de leurs projets en Tunisie. Donc nous, la FIPA, on accompagne les investisseurs dans toute la chaîne d'implantation en Tunisie. On n'est que des facilitateurs, on ne donne pas d'agrément ou d'incitation à l'agence, mais on est une centaine de personnes. On est présent, on a le siège à Tunis, mais on est présent en Europe. Donc on a le bureau France, on est présent également à Londres, on est présent à Madrid, on est présent en Allemagne et en Italie. Donc on a une présence étrangère pour qu'on soit à l'écoute et à la demande, bien sûr, des investisseurs étrangers intéressés par le territoire tunisien. Donc, en matière d'investissement étranger, bien sûr, la diaspora, c'est des résidents à l'étranger, donc ça fait partie de notre métier, c'est de l'investissement étranger par les Tunisiens résidant à l'étranger ou d'autres nationalités, bien sûr. Donc, en matière d'investissement étranger, nous, on a tracé dans notre plan de développement triennal 2023-2025 des objectifs et une vision claire, qui est basé sur l'innovation, l'équité sociale, sur la durabilité, sur la digitalisation de l'entreprise. Et c'est là où notre diaspora, elle joue actuellement un rôle important, parce qu'on pense que notre diaspora est une force motrice. Elle est capable de venir en support à toutes ces initiatives innovantes en Tunisie. Nos compétences tunisiennes, c'est une communauté qui est basée dans les pays développés. Principalement, elle est basée en Europe. C'est des compétences qui ont fait les grandes écoles. C'est en Tunisie, les grandes écoles en France ou en Amérique. Et donc, le profil de cette communauté, c'est de potentiels investisseurs, de potentiels entrepreneurs. Et donc, ils sont rameneurs c'est une communauté qui ramène l'innovation et les nouvelles technologies en Tunisie. Également, on a plusieurs compétences tunisiennes étrangères qui sont hautement placées dans de grandes entreprises, dans de grands groupes étrangers, internationaux. Et plusieurs compétences tunisiennes ont été à l'origine déjà de l'implantation de filiales de grands groupes en Tunisie. Donc, ils sont entre autres aussi nos ambassadeurs qui portent la voix de la Tunisie à l'étranger.
Ce qu'on fait, nous, la Tunisie, pour les compétences tunisiennes à l'étranger, on sait qu'il y a un grand attrait de ces compétences, principalement vers l'implantation de start-up en Tunisie, parce qu'on a une communauté d'ingénieurs, principalement, qui est sur les pays développés. Donc, au retour ou sans retour. On a les deux démarches. Avec ou sans retour, c'est des personnes qui investissent dans les startups. C'est des projets innovants. Et donc, nous, le gouvernement tunisien, il est engagé en coopération avec le privé sur un grand programme Startup Tunisia qui a démarré depuis 2018 et qui sert à développer un écosystème innovant. Et on est en train de le consolider, de le renforcer d'une année à l'autre. Donc, c'est quoi ce programme Startup Tunisia? C'est un programme qui est basé sur 3 grands piliers. Donc, on a fait le pilier juridique, on a fait la loi Startup Act qui a été promulguée en 2019. C'est une référence en la matière, effectivement. Exactement, c'est une référence qui a été vraiment dupliquée sur plusieurs pays d'Afrique et de Moyen-Orient. Donc, c'était un exemple. Qui consiste à labelliser, à donner un label Startup à des entreprises qui le mériteraient selon certains critères, et en échange de quoi ils ont certains avantages qui leur permet d'accéder à des financements, qui leur permet d'accéder à des facilitations administratives. Exactement, beaucoup d'avantages à des incitations fiscales, financières. C'est des avantages qui vont à la fois à la start-up, à l'entrepreneur et des avantages aux investisseurs qui investissent dans les start-up. Donc, c'est 20 mesures, donc c'est un cadre légal très performant. C'était l'objectif en 2019, quand on a promulgué la loi, c'était de créer, labelliser 1000 start-up dans 5 ans. Et là, on est à 3 ans, on a labellisé près de 800 start-up. Donc vraiment, la tendance, elle est bien accélérée. Il y a un grand attrait vers la création de start-up en Tunisie. Le deuxième pilier, c'est le pilier financement. On sait tous que le financement à risque n'est pas évident par le système bancaire. Donc, il y a eu un grand développement sur l'axe financement et on a fait le fonds des fonds ANAVA. C'est un fonds qui ne finance pas directement les startups, mais c'est un fonds qui finance les sociétés de gestion des startups. Et donc, il y a actuellement plusieurs mécanismes, le R1, le R2, et on finance même les phases, les 3 phases, les early stage, les late stage et les seed stage aussi. Donc, dès le démarrage, même pour faire le POC d'une start-up, il y a du financement disponible. Ouais. Juste reviens pour être concret. Déjà, vous êtes à Paris. Oui. Moi, je suis un entrepreneur de la diaspora tunisienne, ou même si je suis d'un autre pays, je suis intéressé par venir en Tunisie. Donc, comment vous allez toucher cette diaspora tunisienne ou comment on vous trouve déjà? Et ensuite, si j'ai besoin de financement, parce que ça a l'air très séduisant ces fonds, qu'est-ce que la FIPA peut faire pour m'aider à y accéder? Est-ce qu'il y a de la mise en relation? Et voilà, comment ça se passe? Exactement, de par notre présence. Nous, la FIPA, on est l'interface. On est vraiment le premier contact de notre diaspora. Donc, je reçois assez souvent, je suis contactée assez souvent par la diaspora. Et à nous d'assurer la connexion. Déjà, on donne toute l'information, on explique aux entrepreneurs c'est quoi, si vraiment c'est un projet de start-up, donc on explique c'est quoi le parcours, c'est quoi une start-up, c'est-à-dire quels sont les critères d'éligibilité, le label, comment obtenir le label, et même on l'oriente comment il dépose le dossier label. Et après, si la start-up elle est labellisée, elle doit passer par la création. Parce que parfois, soit on fait la création avant ou après. C'est-à-dire qu'un projet d'entreprise qui n'est pas encore créé en Tunisie peut avoir déjà le label. Exactement, il peut avoir un pré-label. Et il donne un délai de 6 mois pour la création. Et c'est là, avec un court délai, c'est là où on intervient, nous, directement, pour accélérer la création dans les 6 mois. Et ensuite, le fait qu'il soit labellisé, on va dire qu'il n'a, entre guillemets, plus besoin de notre agence parce qu'il entre dans une communauté de start-up, parce que le start-up tunisien est géré par l'entité Smart Capital, qui est basée en Tunisie en coopération avec la CDC. Et donc, il est accompagné avec des incubateurs, avec des accélérateurs. Donc, il y a vraiment un réseau de SSO développé en Tunisie et certifié partenaire officiel de start-up tunisien qui vraiment accompagne les entrepreneurs dans leurs projets. Merci beaucoup, Rajatul. Je propose de l'applaudir parce qu'elle a tenu les 7 minutes qu'on avait prévues parfaitement. Merci beaucoup. J'avais oublié d'appeler un intervenant, le professeur Ouattara, qui est avec nous de Côte d'Ivoire, de la Direction générale de la diaspora, que j'avais oublié, qui interviendra en séance de clôture également. Oui, toutes mes excuses. Soyez le bienvenu avec nous sur cette session.
Je passe la parole maintenant à Ali Sediki, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Donc même question, est-ce que c'est important, comment c'est important? On le sait que la diaspora marocaine est importante, on l'a vu tout à l'heure, le patronat marocain a une initiative, la 13e région, qui est, donc on sait que c'est important, mais au niveau de votre agence, qui est quand même aussi des gros opérateurs, est-ce que vous arrivez à traiter ces plus petits projets et quelle place ça a et quels outils ça mobilise chez vous? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation et pour nous avoir donné l'opportunité de venir partager ce que nous faisons, Maroc, vis-à-vis de notre communauté résidente à l'étranger. Alors, est-ce que c'est important? Évidemment oui. Évidemment oui, c'est à telle enseigne que le souverain a appelé l'ensemble des forces vives au Maroc à collaborer pour accompagner la communauté marocaine résidente à l'étranger dans ses projets au Maroc. Donc la plus haute autorité marocaine a donné ses hautes instructions pour qu'on se mette ensemble et qu'on travaille à améliorer le cadre d'accompagnement. Alors dans ce sillage de ce message, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, qui a la responsabilité d'être le guichet unique ou l'interlocuteur ou le point focal des porteurs de projets au Maroc, a fait ce qui paraissait le plus évident, c'était déjà de créer un pôle dédié avec des ressources qui seraient en charge justement de connecter, d'informer, d'accompagner, de mettre en relation, faire du matchmaking d'opérateurs ou de personnes porteuses de projets, donc ce que nous on appelle les Marocains, les compétences marocaines du monde, et les aider justement à avoir le bon niveau d'information, parce que c'était des choses qui remontaient régulièrement. C'est quels sont les mécanismes d'appui qui sont disponibles, quelles sont les entités qui comptent, est-ce qu'il y a des fonds qui permettraient de nous aider, des bailleurs, avec quelles entreprises on pourrait éventuellement travailler ou dont il faudrait se rapprocher. Et à travers justement ce pôle, ce guichet qu'on a mis à la disposition des Marocains du monde au niveau de l'agence, eh bien, on travaille avec les différentes parties prenantes qui accompagnent ces projets. Et je tiens d'ailleurs à saluer, vous l'avez fait, je vous en remercie, la CGM qui est avec nous, en la personne de Karim Amour, qui fait un travail extraordinaire puisqu'il anime cette 13e région, comme on l'appelle chez nous. Et on travaille main dans la main vraiment pour aller sensibiliser, expliquer ce qui se passe au Maroc, quelle est la dynamique, essayer d'aider quand on peut, faire de la médiation, quand il y a des porteurs de projets qui ont besoin soit d'identifier une opportunité particulière, soit d'entrer en relation avec une administration, soit d'aller dans une région qui serait la région de leur choix. Donc on a déjà ce partenariat public-privé qui est vraiment le cœur de toute la stratégie qu'on a développée de promotion et de développement du royaume, mais pas que. Il y a également les banques marocaines qui ont été associées à ce travail. Et aujourd'hui, il y a un comité interministériel où sont associés le groupement des banques marocaines et la CGEM qui travaillent sur une feuille de route précise et qui doit arriver avec une stratégie d'accompagnement et de perfectionnement de l'accompagnement des projets des Marocains résidant à l'étranger. Donc, dans l'intervalle, ce que nous faisons aujourd'hui à l'agence, eh bien, c'est tout simplement informer, connecter. Et on vous met... Vous avez une cible, excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce que vous avez une cible en particulier? Parce on se souvient d'un exemple que moi j'ai le coutume de citer, c'est la directrice de la stratégie de Bombardier, qui était marocaine et qui a impulsé, et d'elle-même, là pour le coup, d'orienter la stratégie de cette entreprise qui aujourd'hui est au Maroc, a créé des centaines d'emplois. Donc il y a les entrepreneurs de la diaspora, mais il y a aussi les gens de la diaspora marocaine qui sont en position de décision dans des grandes entreprises. Est-ce que ça fait partie... Enfin voilà, quelles sont les cibles que vous visez et comment vous essayez de les toucher? La segmentation est très large. Vous avez effectivement... Quand je parle de porteurs de projets, c'est des porteurs de projets qui font soit de l'entrepreneuriat, soit de l'intrapreneuriat. Donc on a énormément effectivement de Marocains qui sont au sein soit de leur multinationale, soit de leur PME, qui savent qu'il y a un projet d'internationalisation, un projet qui pourrait fonctionner au Maroc. Et c'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est déjà de sensibiliser sur les opportunités
qu'offre leur pays d'origine. Et c'est là le travail qui est essentiel, parce que, vous savez, c'est le lien qui unit les Marocains avec leur pays d'origine, et je pense que c'est pareil et ce sera les mêmes témoignages de mes homologues dans ce panel, il est extrêmement fort. Et donc forcément, si on arrive à leur faire parvenir l'opportunité, eh bien, ils vont avoir nécessairement envie d'aller creuser et ils auront besoin d'aide dans ce projet-là. Et donc, c'est là que nous intervenons. Et comme je le disais, nous ne sommes pas seuls à la MDIE, nous le faisons en partenariat avec le secteur privé. Et ça me paraît très important parce qu'ils ont aussi le retour d'entrepreneurs marocains. Et c'est là que ce partenariat public-privé prend tout son sens. Le fait d'avoir les banques, évidemment, c'est pour venir adresser le sujet du financement qui peut être un sujet pour les résidents à l'étranger quand ils viennent s'installer au Maroc. Et on ne parle pas forcément de taille parce que ça va de la start-up à la très petite entreprise, à la PME, comme à la grande entreprise. Et quand c'est les grandes entreprises en général, effectivement, vous allez avoir un décideur qui va aller chercher si le Maroc correspond aux besoins de son entreprise. Et généralement, quand c'est le cas, eh bien, ça se conclut positivement. Donc oui, pour nous, c'est évidemment un vivier de talent, un vivier d'entrepreneurs, un vivier d'investisseurs, et qui est parfaitement pertinent, puisque quand vous voyez aujourd'hui les secteurs qui ont été développés au Maroc, c'est des secteurs qui sont des secteurs complexes, technologiques, où ces compétences trouvent toute leur place. Si vous regardez aujourd'hui le secteur automobile marocain qui est le premier sur le continent africain, ben vous allez avoir énormément d'anciens Marocains résidant à l'étranger qui sont venus occuper des postes, ouvrir des sites ou se développer dans l'écosystème que nous avons créé. Pareil pour l'aéronautique, nous sommes aujourd'hui le premier acteur aéronautique sur le continent africain. Et bien ça, on l'a réussi aussi. Vous avez cité l'exemple de Bombardier qui était vraiment l'émanation d'un travail avec une de nos Marocaines résidentes au Canada. Et qui aujourd'hui compte plus de 140 entreprises avec énormément de Marocains qui soient soit installés au Canada initialement, qui retournent dans leur pays et qui maintenant essaiment avec leurs propres entreprises au Maroc parce qu'ils ont développé une compétence dans ces pays où il y a une industrie technologique forte. Je vous interromps à nouveau. Alors, quel est le guichet finalement? Parce que c'est visiblement tout le monde est aligné, coordonné au Maroc. Comment je rentre dans cet écosystème en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise ou directeur d'entreprise? Le bénéfice, c'est que vous avez tout le monde qui est aligné pour faire réussir les projets de nos Marocains résidents à l'étranger. Donc nous, on est le guichet unique formel puisqu'on représente l'État. Donc l'agence marocaine. L'agence marocaine du développement des investissements et des exportations. On a un site qui s'appelle Morocco Now, qui est le branding national, branding de la marque Maroc, qui fédère, qui est un peu la marque ombrelle de tout l'effort d'internationalisation de l'économie marocaine et du développement des investissements. Et donc, vous avez l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le site, des opportunités qu'offre le Maroc. On a une banque de projets aussi qu'on a travaillé avec nos partenaires du secteur privé et le ministère de l'Industrie et du Commerce qui permet de voir, d'identifier des projets concrets. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'investir sur des projets à réaliser au Maroc, et bien voilà, on a identifié des projets qui pourraient être réalisés et qui intéressent le royaume et qui correspondent à de vraies opportunités d'affaires. Donc ça, c'est aussi notre rôle de faire la publicité de ces opportunités-là. Mais encore une fois, vous avez le réseau de nos ambassades, notre réseau diplomatique qui est très actif aussi sur ce sujet et qui déploie des ressources dédiées au développement des relations avec les Marocains résidant à l'étranger. Et vous avez ensuite aussi des réseaux au niveau des territoires. Et ça, c'est important, je voudrais en dire un mot, puisque nous sommes le guichet unique au niveau national et au niveau international. Mais au sein de chacune des 12 régions du Maroc, vous avez ce qu'on appelle des CRI, qui sont les centres régionaux des investissements. Et donc, si un investisseur est déjà fixé sur sa région, s'il a envie d'investir sur sa région d'origine, eh bien, il a un guichet unique qui est disponible à l'échelle locale. C'est très important. Et c'est un peu des mini-AMDIE, mais qui vraiment, dont le ressort est territorial. Merci beaucoup, Monsieur Sediki. On vous applaudit également. Vous aussi, vous êtes dans le timing. Je vais passer du coup la parole à Monsieur Ouattara, professeur Ouattara, qui nous a rejoint, directeur de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora, donc on ne pouvait pas mieux tomber, à la Direction générale de la diaspora de Côte d'Ivoire. Donc les mêmes interpellations. Donc vous, je ne vais pas vous demander si c'est important la diaspora, puisque c'est votre métier. Mais comment on rentre dans votre accompagnement,
question. Qui vous ciblez? Qu'est-ce qui vous intéresse en Côte d'Ivoire au niveau de votre direction? Quels sont les profils que vous recherchez à mobiliser, dont vous cherchez à mobiliser les ressources et les compétences? Et puis, si moi, je suis une compétence ivoirienne, comment je fais pour rentrer dans votre giron et être accompagné? Merci beaucoup. Je tenais vraiment à dire merci à Expertise France, merci à Nima et surtout merci au système de l'AFD pour l'opportunité que la Côte d'Ivoire a, à travers la Direction générale de la diaspora, d'exprimer tout un dispositif. En fait, la diaspora est une priorité parce qu'il y a maintenant le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora qui est chargé de régler la problématique de la diaspora. Donc, pour résoudre cette problématique, l'objectif essentiel, c'est d'amener notre diaspora à apporter sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Et pour ce fait, il y a des outils. Il y a des outils qui ont été mis en place. C'est vraiment des outils de coordination. Le premier outil de coordination, c'est la mise en place d'un comité national de stratégie, de concertation pour la mobilisation et la valorisation des ressources de la diaspora. Ça permet au public, au secteur public, au secteur privé, aux associations et aux associations de la diaspora, mais surtout au PTF, de définir ensemble de façon inclusive une stratégie. Le PTF, c'est les partenaires techniques et financiers. Et donc, on a ce dispositif-là qui est acté. Donc, ça règle la problématique de la coordination au niveau national. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est la mise en place d'un outil interactif de mobilisation des compétences, mais aussi leur valorisation, qui permet de mettre en relation le secteur privé, le secteur associatif et les compétences qui existent à travers le monde. Et cela permet d'avoir des échanges, mais ça permet aussi à la décision de savoir avoir une cartographie claire de la distribution des compétences, mais aussi des opportunités entrepreneuriales à travers le monde. Donc, c'est vraiment des outils qui existent. Donc, c'est une plateforme en ligne sur Internet? C'est une plateforme en ligne. Une sorte de catalogue de projets possibles, voilà, et de moyens de s'impliquer. Diaspora, diplomatie.gouv.ci qui permet aux compétences, mais aussi à tous ceux qui sont porteurs de projets, de pouvoir développer des alternatives, mais aussi de mettre en place en Côte d'Ivoire un écosystème. Un écosystème, mobiliser tout le monde à être attentif à la chose de la diaspora. Parce que c'est vraiment aujourd'hui une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire d'amener sa diaspora à contribuer à l'effort de développement de la Côte d'Ivoire. Je pense que le chef de l'État a lancé un appel depuis le 26 mai 2011 à Paris, demandant à toute la diaspora de venir construire le pays qui sortait des difficultés. Donc depuis là, nous avons à travers le projet avec Anima, avec Expertise France, on a plus de 25 lauréats de Meet Africa qui vont accompagner déjà au pays avec un appui institutionnel, mais surtout permettre à ce projet-là d'être une forme d'incitation, mais une forme d'appel à prendre le relais après ces projets pour que nos pays puissent encourager, faciliter et mettre en place un dispositif. Donc, il y a une coordination avec le CPC, il y a une coordination avec le GUD qui s'est mis en place, le GUD PME, qui est un dispositif, le guichet unique de développement des entreprises et petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, afin que la problématique diasporaïque soit vraiment au centre de l'analyse des projets, mais tout cela dans une dynamique d'amener notre diaspora à prendre conscience que la Côte d'Ivoire offre des opportunités. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation que nous faisons, c'est d'amener notre diaspora à comprendre que notre pays offre beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir. Donc c'est le guichet unique, le point d'entrée pour la diaspora? Ou c'est le site internet Diplomatie? Le guichet unique pour rentrer dans... C'est la Direction générale de la diaspora qui... C'est le site de diaspora.diplomatie. Voilà, qui est vraiment le point d'entrée, qui coordonne l'activité. Le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui a attribution
de gérer la diaspora, toute la problématique de la diaspora. Donc, mais moi, si je cherche du travail, par exemple, je me dis, tiens, je voudrais même travailler ou dans l'administration ou dans une entreprise en Côte d'Ivoire, en tant que diaspora, oui. M'impliquer, ça peut me... Vous allez sur notre outil, oui. et vous aurez sur cette plateforme-là les offres d'emploi que le secteur privé de Côte d'Ivoire offre. Les offres d'emploi que le secteur public, le ministère de la fonction publique en 2022 a lancé un recrutement de concours spécialisé pour la diaspora. Parce qu'il y a des spécialités qu'on ne trouve pas au niveau de la formation, qu'on peut avoir dans la diaspora, mais pas forcément la diaspora européenne qu'on peut avoir au Sénégal, qu'on peut avoir au Bénin. Donc c'est vraiment la diaspora qui est prise dans toute sa globalité et qui permet à notre pays de bénéficier des expertises que nous avons à travers nos enfants qui sont éparpillés à travers le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Je passe maintenant la parole à M. Abdoulaye Faye, qui représente le directeur général de l'ADPME, Idrissa Diabira, qui n'a pas pu être là malheureusement. Donc l'ADPME, Agence de développement des PME. Donc vous traitez des entreprises sénégalaises d'abord. Comment vous êtes venu à travailler aussi depuis quand est-ce que vous travaillez sur la diaspora, et qu'est-ce que vous proposez en fait comme offre pour un Sénégalais qui est à l'étranger et qui voudrait développer une PME, ou qui a déjà une PME peut-être et qui voudrait aller travailler au Sénégal. Merci beaucoup. Merci à Meet Africa, merci à Expertise France pour l'invitation. Je suis Abdoulaye Faye, directeur de la formalisation et de la génération d'entreprises. Et M. Diabira, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, s'excuse. Voilà, de ne pas pouvoir être présent. L'ADPME est une agence de promotion et d'accompagnement des PME, donc qui intervient à tous les stades de vie de la PME, donc de l'idéation, de l'idée de projet, de la création d'entreprise, du développement de l'entreprise, mais également de tout ce qui est accompagnement des entreprises en difficulté. L'ADPME a été créée en 2001 pour pouvoir, grâce à une volonté de l'État du Sénégal, du secteur privé sénégalais, mais également des partenaires au développement qui ont accompagné le développement de l'ADPME. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait dans le cadre de la diaspora, nous essayons de promouvoir le retour de la diaspora sénégalaise à travers l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, il y a une politique, une grande dynamique au Sénégal qui est en train de se mettre en place pour promouvoir les projets privés de la diaspora, pour pouvoir aujourd'hui les aider à se réinstaller au Sénégal, à revenir au Sénégal dans de bonnes conditions, à travers l'auto-entrepreneuriat. Donc nous avons eu aujourd'hui la diaspora est une frange très importante, hein, à l'instar du Maroc. La diaspora sénégalaise est aujourd'hui la 15e région et est représentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc ce qu'on fait, c'est que dans le cadre de nos programmes et projets qui sont soutenus par l'Agence française de développement, et également Expertise France avec qui nous travaillons dans le Meet Africa 2. Donc nous sommes partenaires institutionnels du Meet Africa depuis la première édition, Meet Africa 1. Donc nous poursuivons avec le Meet Africa 2. Et ce que nous faisons dans le cadre des services et offres par rapport à la diaspora, nous les accompagnons dans l'idée de projet, nous les aidons aussi dans la formation. Il y a aujourd'hui le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement, la 3e phase, qui est un projet qui a pour objectif de soutenir 300 entrepreneurs de la diaspora dans la création de leur entreprise. Et nous sommes dans la dernière année du projet. Aujourd'hui, ce projet qui est soutenu par l'AFD nous a permis de pouvoir accompagner beaucoup de projets de la diaspora sénégalaise pour qu'ils puissent aujourd'hui se réinstaller au Sénégal, mais également des entreprises. Parce que pour nous, dans le cadre de ce projet, des cibles de la diaspora qui sont rentrées il y a 3 ans font partie
de notre cible, de la cible du projet. Parce qu'on se dit que c'est toujours un public qui peut retourner si ça ne marche pas. Et nous nous sommes dit que cette cible-là, autant ceux qui résident en Europe font partie de la cible, mais ceux qui reviennent au Sénégal et qui sont rentrés depuis 3 ans sont également accompagnés dans le cadre de ce projet pour pouvoir les accompagner dans l'installation et consolider un peu les entreprises qu'ils ont eu à créer pour pouvoir créer d'autres emplois également. Et alors, d'où viennent ces entreprises? Comment vous allez les chercher? Je comprends, hein, c'est souvent par des dispositifs de projet. Du coup, c'est pas vous, comme certains qui sont ou avec un site internet ou avec leur bureau à l'étranger, les témoignages qu'on vient de voir. Vous, comment vous allez les chercher, ces entrepreneurs? Voilà. Pour les entrepreneurs de la diaspora, nous travaillons beaucoup avec les consulats et ambassades. Donc, il y a des bases de données qui sont mises en place. Et dans le cadre de ce projet, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec la Direction générale de l'appui au Sénégal et de l'extérieur. Nous sommes avec d'autres institutions qui travaillent avec le ministère des Affaires étrangères également, qui travaillent dans la promotion et l'accompagnement des projets privés de la diaspora. Et nous avons une cible aujourd'hui, cette cible, bien sûr que la diaspora peut accéder directement au service de l'ADPME à travers la plateforme, directement, faire leurs demandes à travers notre plateforme. Et nous les accompagnons avec les consulats pour pouvoir poursuivre et également les accompagner en amont, parce qu'il y a des sessions que nous organisons au niveau de l'ambassade, il y a des sessions que nous organisons avec les services du consulat pour pouvoir les aider à monter leur projet. Je précise que toutes vos offres sont publiées sur le Hub Meet Africa également, qui demain sera, j'imagine, un canal de grand volume d'entrepreneurs qui viendront vous voir. C'est le cas aussi pour nos autres partenaires autour de la table. C'est ça. Merci beaucoup, on vous applaudit aussi. Merci, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Mathias Mondo de l'APME, donc également agence PME de développement des PME, mais là du Cameroun, également partenaire de Meet Africa. Donc même question pour vous, la PME qui aide les PME camerounaises, comment elle travaille avec la diaspora, comment vous les attrapez et comment vous les accompagnez ensuite? Alors, bonjour à tout le monde, je suis Mathias Mondo, conseiller technique à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. C'est monsieur le directeur général qui devait être là, donc je l'ai remplacé au pied levé. Avantageusement, sûrement. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, disons simplement une chose, c'est que la diaspora, pour nous, c'est d'abord un couloir qui a été tracé. La porte d'entrée est systématiquement le ministère des Relations extérieures pour que ça marche. Ensuite, le ministère va pouvoir aiguiller les membres de la diaspora vers le bon guichet. Ils peuvent aller, pour les plus jeunes, vers le ministère de la Jeunesse. Mais globalement, pour ce qui est de la PME, eh bien ici, là, il y a 2 volets principaux. Le premier volet, c'est qu'il y a donc des membres de la diaspora qui sont des primo-accédants à l'entrepreneuriat et d'autres qui sont déjà des entrepreneurs confirmés. Du coup, on n'a pas le même type d'accompagnement. Pour ceux qui sont primo-accédants à l'entrepreneuriat, en général, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront en fait un coaching personnalisé. Parce que l'idée, souvent, c'est de travailler d'abord leur modèle économique. Est-ce que ce modèle économique est capable de trouver un positionnement ici au pays? Le travail de fond est donc la tropicalisation de leur projet. Ensuite, il y a un autre volet qui sont des personnes qui ont envie de s'investir et de créer, qui n'ont pas encore une idée précise. On va donc les aider à formuler une idée. Mais pour ça, on agit en 2 temps, c'est-à-dire qu'on agit pour ceux qui viennent, mais on agit aussi en interne, c'est-à-dire qu'on va former dans les universités. Je crois qu'à peu près 10 000 jeunes sont formés pour être capables de travailler avec d'autres jeunes qui viennent de l'extérieur, de la diaspora. Voilà. En faisant ce mix-là, on assure comme une meilleure pérennité des projets. Sur le volet maintenant des entreprises, des gens qui ont déjà des entreprises installées, il y a 2 volets. Il y a le volet développement, on va travailler sur le développement et on va travailler après sur la partie restructuration. Parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui arrivent justement à croître de manière durable. Pour cela, on a donc une répartition qui est d'abord
le positionnement géographique de l'agence des PME dans les 10 régions qui permet donc d'accompagner n'importe quel porteur de projet arrivant au pays dans la région dans laquelle il veut travailler pour éviter que tout parte de Yaoundé. Deuxième élément, c'est la nature des programmes mis en place. Ils vont bénéficier donc, des programmes mis en place. D'ailleurs, le premier programme, je pense qu'on peut le citer, qui est le fonds de prototypage. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que je viens avec mon projet, je n'ai pas encore les moyens de le développer, je n'ai pas encore de POC. À ce moment-là, vous allez passer à travers un filtre de concours et puis vous allez avoir les moyens pour développer. Ça, c'est un programme qui est ouvert aussi bien aux Camerounais qu'aux étrangers, enfin qu'aux diasporas? D'autant plus ouvert que les derniers vainqueurs étaient un venant du Japon, l'autre venant de Paris. Oui. Donc, c'est ça. Mais c'est ouvert aussi aux Camerounais. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est un programme très ouvert. L'idée, c'est de faire en sorte qu'au Cameroun, eh bien, la gestion de la diaspora n'est pas une gestion à la marge. Ils sont intégrés, en fait, dans le corpus général des personnes qui doivent bénéficier des appuis. Maintenant, on a un autre programme qui est aussi intéressant, celui-là, qui est le programme qui consiste à accompagner tout ce qui est packaging. Parce qu'on a remarqué que bien souvent, alors je veux croître, mon packaging n'est pas bon, je n'ai pas de traçabilité. C'est un programme spécifique dessus pour le packaging et la traçabilité. Alors, autre volet aussi très important, et on insiste beaucoup dessus, qui est le volet du guichet unique des incitations aux investissements. Il est important d'informer de ce qui existe pour que le porteur de projet, en amont même de son business plan, puisse intégrer tous les gains qu'il va pouvoir se tirer du guichet unique. Vous voyez, maintenant, le travail de fond aussi qui est fait, c'est qu'on s'arrange pour que chaque accompagnement soit un accompagnement individualisé. Pour éviter, pour cette population, d'avoir des accompagnements de groupe. Donc, chacun est fléché sur un individu qui va le suivre de A à Z. Vous voyez, du coup, ça crée de l'émulation. C'est aussi ce qu'on veut. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ce qu'on recherche aussi, ce n'est pas simplement la réussite de ce projet, c'est que d'autres personnes se disent que c'est possible. Donc, on va travailler aussi sur une sensibilisation. Comment? En parlant des trains qui sont arrivés à l'heure. Vous voyez? Eh bien, cela... Et ça se fait comment, cette com? Alors, première chose, ces personnes qui ont réussi, on va les amener auprès des jeunes. Ils vont venir témoigner auprès des jeunes et dire comment ils ont fait. L'idée qu'il y a derrière, c'est de créer une base de données qui nous permet, avec des collègues scientifiques, de générer des études de cas. On veut étudier des cas, on veut savoir comment il a réussi, pour faire en sorte que dans nos universités, on n'ait pas que des cas venant d'Harvard ou d'HEC, mais qu'il y ait aussi des cas locaux. Vous voyez, quelqu'un est arrivé au Cameroun dernièrement et s'est intéressé au beignet haricot. Vous voyez, c'est notre petit déjeuner, qui est très bon d'ailleurs. Et on a essayé de comprendre comment il a fait. Alors on a travaillé, on a étudié son cas et on s'est rendu compte qu'elle avait développé des modèles économiques très puissants en matière de finance et on les étudie dans nos écoles de commerce. Vous voyez, ça, ce sont les choses qu'on fait concrètement. Donc, communiquer sur ce qui est fait, communiquer sur des résultats et surtout, faire en sorte que le travail fait par la diaspora et l'accompagnement nous servent d'éléments de plaidoyer pour aller lever des fonds pour accompagner d'autres. Merci beaucoup, Mathias Mondon. On vous applaudit aussi. Merci. Et c'est extrêmement intéressant. Hein, vous voyez qu'on voit que vous ne faites pas tous la même chose, vous n'avez pas tous les mêmes outils. Et je pense que ça serait très intéressant d'aller plus loin. Et le réseau Anima sera ravi d'y contribuer dans le partage d'expériences entre ce que vous faites les uns et les autres, parce que je pense que vous pouvez vous donner des bonnes idées. On va passer sur un sujet un peu connexe, qui est l'entrepreneuriat des femmes, et donc des femmes de la diaspora. On a la chance et l'honneur d'avoir la présidente de Women in Africa, Hafsat. On est ravis de vous avoir. J'avais envie de vous dire, pour vous, quelle place... donc Women in Africa, vous nous dites un petit peu ce que ça fait. Moi, j'ai compris que ça accompagnait l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand moi, je ne suis pas en Afrique, mais que je suis d'origine africaine, que je suis une femme et que j'ai envie d'entreprendre en Afrique? Est-ce que vous pouvez m'aider aussi? Et est-ce que c'est important dans votre activité, cette diaspora féminine qui entreprend? Parce que, je le rappelle, en préambule, je voudrais vous poser cette question, pardon, c'était ma deuxième question, mais ma première question, c'est, en Afrique, vous avez quand même la chance d'avoir le taux d'entrepreneuriat féminin le plus important.
au monde, bien plus que ce qu'on a en France ou en Europe. Vous allez nous donner peut-être des chiffres, mais comment ça s'explique ça alors, cet engouement entrepreneurial pour les femmes plus en Afrique qu'ailleurs? Merci pour tes questions, Emmanuel. Je veux m'excuser parce que je suis anglophone en fait, et pour moi c'est beaucoup plus facile de parler en anglais, mais mon ami français m'a dit que c'est mieux de parler même en français imparfait. Donc je veux faire comme ça, mais... S'il y a besoin, je traduirai des mots si jamais vous les trouvez pas en français. Ça prend 2 fois de temps de parler. Donc, vous inquiétez pas. Just don't expect the same level of, fluidity in your language, because it's really just not even my third language. Je veux dire que je veux commencer avec la deuxième question. En fait, en Afrique, nous n'avons pas la luxe de juste reposer à la maison. Quand vous voyez le taux des gens qui n'ont pas de travail, on regarde le niveau de pauvreté et tout. Les femmes ne peuvent pas dire que je veux rester à la maison. Et c'est pour ça, c'est les défis en Afrique qui poussent les femmes ailleurs, en dehors, pour travailler, pour essayer de contribuer à sa famille. Et c'est pour ça que pour chaque 4 femmes que nous avons en Afrique, un commence à créer sa propre entreprise. Donc 25%, c'est ça, des femmes 25%. L'autre région du monde avec si haut niveau, c'est Amérique latine avec 17%. Et c'est clair que les femmes en Afrique, elles prennent de la risque. Mais aussi, elle c'est leader mondial en termes de taux avec qui son entreprise ne marche pas, ne fonctionne pas, ne réussit pas. En anglais, we lead in having the most companies, but we also lead in the companies that fail. C'est parce que nous manquons de la compétence, de la connaissance qu'on a besoin de vraiment réussir. Je suis sûre que tout le monde a entendu d'expressions derrière tous les hommes réussissent, il y a une femme. Derrière toutes les femmes qui réussissent, il y a les autres femmes en fait. En fait, il y a des recherches qui montrent que les hommes quand sa femme réussit, il y a de plus en plus de problèmes à la maison, quelquefois. Donc, les femmes essaient de cacher leur succès. Mais quand le mari réussit, il peut bien partager. Sa femme devenir comme la relation publique spécialiste pour dire à tout le monde que mon mari réussit. Mais si la femme réussit, si elle achète, elle réussit d'un nouveau qu'elle peut acheter une voiture ou quelque chose comme ça, elle doit la donner à son mari pour dire que la voiture c'est à son mari. Ou même quand il y a eu une femme qui a gagné de l'argent de son père quand le père est décédé, est mort. Et après, parce que notre socialisation, elle donne l'argent à son mari. Elle dit, prends l'argent. Et il s'est marié avec une autre femme. Et ça, c'est valable sur tout le continent africain, vous pensez ou Non, je pense qu'il y a la mentalité où les femmes sont comme en une position
de sa famille ou de son mari. Et c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des coutumes traditionnelles qui ne soutiennent pas bien des femmes en Afrique et qui mettent les femmes en Afrique en derrière. Elles n'est pas suffisante, elles ne sont pas assez confiantes, elles n'est pas assez sûres en elles. Et c'est pour ça que nous avons Women in Africa. Nous voulons accompagner les femmes et pour moi, ce n'est pas une question de travail où je peux gagner ma vie. Mon père a perdu sa vie en se battant pour la démocratie dans mon pays, le Nigeria. Il était élu comme président, mais l'armée a dit non et il était mis en prison. Il est mort dans la prison. Ma mère est devenue comme leader du mouvement et l'armée l'a assassiné. Mais maintenant, dans ce mois, mon pays, le plus grand pays en Afrique, va avoir une élection. Nous avons déjà la démocratie depuis 25 ans à cause des sacrifices de mes deux parents. Je suis très fière et ça, c'est mon exemple. Et c'est clair à moi qu'il faut se battre pour l'avenir de notre continent. Et c'est nous qui devons mettre en place la fondation de l'avenir, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas les mêmes comme les hommes. Bien sûr, nous avons tous les détails, tous les data de toutes les recherches. Quand il gagne argent, il donne à sa famille parce qu'il est africain et nous sommes tous la même dans ce sens, mais il donne peut-être 30% de son revenu à sa famille, sa communauté. Dis-moi le taux que les femmes donnent à sa famille, à sa communauté. Plus de 70%, 70%, même vers 80%. Et si nous sommes un continent où maintenant on a 400 millions de gens, ou non, je veux dire peut-être 600 millions de gens qui n'ont pas de travail, qui ont besoin de formation, de mentorat et des choses comme ça, qui ont besoin d'investissement. C'est clair pour moi qu'il faut investir dans les femmes, parce que quand les femmes gagnent, c'est toute l'Afrique qui va gagner. Allez, on vous applaudit, bien sûr. Merci de nous réveiller l'esprit. On n'en a pas fini avec vous, parce que vous êtes passionnante. Du coup, la deuxième question. Qu'est-ce que vient faire la diaspora dans tout ça? Oui, la deuxième question. Si les membres de diaspora, si les femmes ici qui sont une partie de la diaspora gardent les passeports africains, oui, nous pouvons vous soutenir. Parce que dans notre politique, il faut être une femme africaine. Même si vous habitez en France ou ailleurs, en dehors de l'Afrique, ce n'est pas de problème pour nous. Mais il faut avoir... Pour que Women in Africa puisse m'aider, il faut que j'ai un passeport africain, c'est ça? Oui, c'est ça. Et nous avons des grandes entreprises françaises et américaines qui nous soutiennent pour vous soutenir. Par exemple, Fondation Coca-Cola nous donne 1 million chaque année, $1 million chaque année. 500 000 de ça, nous donnons à Honoris United Universities, qui a le siège social au Maroc, mais qui a des campus partout des pays en Afrique pour former les femmes africaines, dont 7 000 femmes en Afrique chaque année, et nous donne 400 000 directement aux femmes que nous soutenons. C'est-à-dire que pour chaque million de dollars, 90%, 90% vient directement pour accompagner et pour soutenir les femmes en Afrique. Donc,
si vous êtes une femme avec la rêve, c'est la rêve, avec la rêve pour bien être impliqué en Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'avenir. Tout le monde bien comprendre ça maintenant. Mais l'avenir n'arrive pas sans il y a des gens qui se battent pour cet avenir. Et si vous êtes prête pour être comme ça, il faut aller ensemble avec nous. Merci beaucoup, on vous applaudit. Alors, on a eu la chance de rattraper le temps. Il est 58 et comme on a démarré un peu en retard, on va vous donner quelques minutes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez vu qu'il y a des micros sur les bords des rangées, si vous voulez Ah pardon, excuse-moi Mounir. Excuse-moi. Pardon Mounir. Dernier intervenant, toutes mes excuses. Oui, parce qu'on a parlé du point de vue de l'Afrique, on a parlé du point de vue des femmes. C'est intéressant pour ici les personnes qui sont en France de voir ce que Business France peut leur apporter, parce que Business France, c'est l'agence française pour les investissements et pour les exportations, c'est-à-dire qu'elle accompagne les entreprises qui viennent en France aussi bien que les entreprises qui veulent partir, qui veulent aller travailler en dehors de la France. Alors, vous êtes le directeur Afrique, du bureau Afrique de Business France, Mounir Alloz. Est-ce que vous voyez une dynamique particulière? Alors, vous voyez tous les flux qui vont vers l'Afrique. Est-ce que vous identifiez la diaspora au sein de ces flux? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est important? Et puis, qu'est-ce que fait Business France pour un entrepreneur qui aurait envie de, typiquement les entrepreneurs de Meet Africa qui ont étudié leur projet, qui commencent à avoir atteint un certain stade de maturité, est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur Business France pour aller plus loin? Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuel. Merci au réseau Anima, merci à l'AFD et à Expertise France pour cette invitation. Donc, je suis Mounir Alloz, responsable du Desk Afrique pour Business France. Business France, qui est l'agence donc en charge d'aider à s'exporter, exporter les entreprises françaises à l'international. On est présent dans plus de 70 pays dans le monde, 12 pays en Afrique, pour les citer, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie. Donc on est présent sur place et effectivement, donc tout au long de l'année, on accompagne des entreprises françaises qui sont, on l'a remarqué, souvent portées par des profils issus de la diaspora et qui souhaitent justement se lancer dans l'entrepreneuriat dans des pays qui sont soit leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents, venir apporter leur vision, leur expertise, leur savoir-faire dans ces économies. Et donc on a effectivement remarqué que c'est souvent des projets qui sont directement taillés pour s'implanter dans ces pays-là, dans ces économies. C'est des entrepreneurs qui connaissent bien en général ces marchés et qui osent en fait se lancer sur des secteurs plus en lien avec le consommateur africain, que ce soit les biens de consommation, que ce soit aussi les services. Et voilà, donc il y a un véritable engouement. On a un certain nombre de programmes où on accompagne justement ce type d'entrepreneurs. Et on a remarqué aussi qu'il y a un fort engouement pour l'Afrique de la part d'entrepreneurs issus des Outre-mer, qui sont aussi liés au continent africain, même s'il s'agit d'une histoire un petit peu plus lointaine. Donc on a aussi des programmes qui ciblent ces entrepreneurs des Outre-mer, que ce soit la Caraïbe, que ce soit dans l'océan Indien. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, à savoir qu'est-ce que Business France peut faire pour ces entrepreneurs-là, donc Business France, comme je le disais, c'est l'agence en charge de l'internationalisation des entreprises françaises, des PME, des ETI, des grands groupes. On s'adresse vraiment à tout type d'entreprise. Et donc, on est là pour vous accompagner, vous aider à trouver le bon partenaire dans ces marchés où on est présent, ou les marchés même conçus à distance, et surtout vous donner un maximum d'informations et pourquoi pas vous organiser des missions de prospection individuelles ou collectives
de manière à optimiser votre temps lors d'un passage et vous le lancez sereinement donc, sur ces marchés-là. Je pense aussi à un autre volet de notre activité qui est la gestion du VIE. Donc le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. C'est un contrat spécial qui s'adresse à tous les jeunes français, européens, jusqu'à leurs 28 ans pour effectuer donc une première mission, on va dire. C'est pas forcément une première mission. Parfois, ils ont déjà fait des stages à l'étranger, mais en tout cas, une mission d'1 à 2 ans sur un pays à l'étranger ou via une entreprise française agréée par Business France. Donc en fait, ça, j'ai remarqué quelque chose d'assez utilisé par des profils, en tout cas issus de la diaspora. Ça leur permet en fait d'emmagasiner une première expérience, de se lancer dans ces pays-là, emmagasiner aussi du réseau pour parfois aussi se lancer dans une affaire personnelle, dans un projet d'entrepreneuriat, dans ces marchés-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui peut être assez intéressant, vu que les entreprises françaises, en fait, elles sont en recherche de ce type de profil sur place, à savoir des profils qui ont cette double culture. C'est l'assurance, en tout cas, d'avoir des gens qui sont prêts. Et pour une entreprise en France, d'ailleurs, envoyer un VIE, c'est aussi un moyen de tester le marché. Exactement. C'est pas seulement intéressant pour la personne qui part, mais c'est aussi pour l'entreprise qui l'envoie, de pouvoir avoir quelqu'un sur place qui peut commencer à se développer sur le marché. Exactement. Donc voilà ce qu'on peut faire. Mais concrètement, les bureaux de Business France, c'est quoi? C'est donc des rendez-vous d'affaires que vous organisez, c'est ça, des rencontres avec des institutions locales, c'est ça? Exactement. Les bureaux Business France sont en général placés dans les ambassades. On joue le rôle des bureaux d'affaires, on travaille en bonne intelligence avec les services économiques, on travaille avec l'AFD, avec les équipes de Proparco, les services culturels, dans cette équipe de France de l'export qu'on appelle la Team France Export. Je vous invite d'ailleurs à regarder le site internet teamfranceexport.fr. On a un réseau de plusieurs centaines de conseillers internationaux en France, dans les CCI, en région, qui justement dès le départ d'un projet vont accompagner des entreprises, des entrepreneurs sur des missions d'accompagnement partout à travers le monde. Donc effectivement, ça peut prendre la forme de missions d'accompagnement individuel, des missions collectives, de l'événementiel. On fait aussi des rencontres d'acheteurs, enfin des missions où on va vraiment collectivement apporter des délégations d'entreprises face à des professionnels locaux. On peut organiser aussi des événements promotionnels individuels pour des entreprises et bien sûr des études de marché, faire remonter de l'information, que ce soit sur les réglementations, que ce soit sur le cadre juridique locaux, de façon justement à faciliter l'arrivée des nouveaux entrants sur ces marchés-là. On est vraiment des facilitateurs. Merci Mounir Loz, on l'applaudit également. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Comme on n'a pas été exemplaire sur scène, on va prendre beaucoup de questions de femmes. Donc, mesdames, si vous voulez, voilà, madame, venez, si vous voulez vous lever. Est-ce qu'il y a des micros qui sont un peu plus devant, si vous voulez? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ensuite? Non, j'en vois pas. Très bien. Qu'est-ce qui a levé la main Monsieur, allez, on va faire... mettez-vous près du micro à côté. Madame, on vous écoute. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question à poser à madame qui a parlé tout à l'heure. Déjà, je m'appelle Constance Mandin, je suis directrice de l'entreprise Les Saveurs de Constance, basée à Tourcoing, dans le Nord. Ma question est de savoir, madame, je suis d'origine camerounaise. Tout à l'heure, vous avez parlé du secteur informel en Afrique. Ce qui est vrai, puisque je suis née au Cameroun, j'ai passé une partie de ma vie au Cameroun avant d'arriver en France. Et c'est un projet qui me portait à cœur également, sortir les femmes camerounaises du secteur informel. Parce que mon souci a toujours été d'aider les femmes à pérenniser leurs affaires. Parce que c'est un réel problème. Souvent, quand les dames décèdent, il n'y a personne qui reste avec leurs activités. Et on ne parle plus des activités. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des bureaux au Cameroun où on peut vous retrouver? Parce que moi, je travaille avec un réseau de femmes.
avec qui, voilà, si vous êtes d'accord, c'est une demande que je vous fais, entrer en contact avec vous pour pouvoir, parce qu'elles sont nombreuses qui font des commerces, et je vous dis que c'est un secteur d'activité qui apporte énormément de sous, et elles gagnent énormément d'argent, mais parce qu'elles sont dans l'informel, elles ne sont pas structurées. Et là, je pense qu'elles ont besoin d'être accompagnées, conseillées, structurées. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la femme peut apporter beaucoup. Donc, vraiment, moi, je souhaiterais que vous essayiez de me répondre. C'est noté la question. Merci. Pour Hafsat Abiola. On va prendre toutes les questions et puis ensuite, on va revenir sur scène. Monsieur, attention, après, il faut une dame. Bonjour à tous. Déjà, merci à tous les intervenants pour la clarté des interventions. J'avais une question à l'endroit de monsieur le conseiller technique donc de l'APME. Vous disiez lors de votre intervention qu'il y a chaque année, enfin, il y a à peu près 10 000 jeunes qui sont formés du coup, au Cameroun pour être capables de travailler, si j'ai bien compris, donc avec leurs compatriotes de la diaspora. Et donc, j'aimerais simplement savoir en quoi ça consiste, en fait, quelle est la particularité de ces formations-là, de cette formation-là, comparée à ce qui est fait dans le pays de façon générale. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dame qui veut poser une question? Non? Oui, madame. Allez-y. Alors, vous avez un micro dans l'allée. Ou à l'autre bout, ouais. Donc, bonjour à tous. Ma question est pour la présidente de Women in Africa. Par rapport aux femmes de la diaspora qui souhaiteraient être accompagnées par le dispositif Women in Africa, mais qui devraient avoir un double passeport, un passeport africain. Il y a des pays africains qui n'acceptent pas la double nationalité. Dans ce cas, comment on fait quand on est issu d'un pays où on doit faire le choix du passeport? Allez-y, madame, si vous voulez poser une autre question. On a noté bien votre question. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais juste compléter la question de notre ami tout à l'heure pour le monsieur de la PME, monsieur Mondo. Ce pool de talent, comment il est formé? C'est ce que la personne a demandé. Comment on y accède? C'est ma question complémentaire. Comment on y accède et comment on peut aller taper dans ce pool de compétences? Très bien. Hafsat Abiola, la parole est à vous. Donc, sur l'informel et sur les pays qui n'acceptent pas le double passeport, est-ce qu'on peut avoir une chance d'être quand même de travailler avec Women in Africa dans ces conditions? Merci, Emmanuel. Ça marche, ça marche. Merci, Emmanuel. À votre question, la camerounaise, en fait, au Cameroun, nous avons un projet spécial avec l'OBAD. Et c'est pour avoir des associations pour soutenir les femmes entrepreneurs. Donc, si vous pouvez, quand je sors, parce que je dois faire un cours pour to catch my train, so I have to leave very soon. But when I'm going out, please take my card. Il faut nous engager parce que nous sommes maintenant en train de lancer ce projet au Cameroun pour soutenir les femmes parce que le BAD a 300 millions de dollars qui l'a été donné par le G7 pour soutenir les femmes en Afrique en termes de financement et il y a besoin de avoir un processus pour structurer leurs entreprises. Donc, nous sommes un de leurs partenaires pour faire ça dans l'Afrique centrale, inclus le Cameroun. Donc, nous pouvons travailler ensemble dans ce sens et il faut échanger plus tard. Et alors, sur la deuxième question du double passeport. La deuxième question, nous sommes en train de chercher un sponsor pour nous accompagner, pour faire quelque chose pour les femmes qui sont africaines, mais aussi européennes et qui n'ont pas le passeport
africaine. Donc, il faut rester en contact. Nous avons peut-être 200 000 des followers sur des réseaux sociaux. Nous avons des webinaires, beaucoup de content. Et il faut nous engager dans ce sens. Et quand nous sommes prêts, nous allons l'annoncer en LinkedIn et partout. Et nous pouvons faire quelque chose ensemble. Merci beaucoup, Hafsat Abiola. Mathias Mondo, les questions pour vous sur la formation et comment on y accède. Alors, la formation est organisée, le pôle principal, c'est tout ce qui est création d'entreprise. Donc, on leur donne des outils pour être capable non simplement de créer une entreprise, mais surtout aussi de pouvoir se mouvoir au sein d'une entreprise. Ce qui est important dans cette formation, c'est que sortis de la formation, ils sont catégorisés en fonction des métiers, en fonction des secteurs. Et cette liste-là, elle est déposée donc, au niveau de l'agence de promotion des PME. Et du coup, vous, pour avoir accès à ces jeunes, vous vous adressez à l'agence. Et à ce moment-là, on va vous donner, en fonction de votre besoin, quelques jeunes avec lesquels vous pourrez discuter et faire un véritable entretien. L'idée qu'il y a derrière, c'est, vous leur apportez une expérience. Eux, ils vous servent en fait de centre d'innovation ouverte. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est ça, en fait, qui est fait. Le processus est très facile. Évidemment, il y a des femmes dedans, madame. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos panélistes. Merci à tous. N'oubliez pas que tout de suite, en sortant, vous avez l'atelier Maroc qui va démarrer pour en savoir plus sur l'offre du Maroc. Ensuite, l'atelier Tunisie. Ensuite, l'atelier Côte d'Ivoire. Donc, pour continuer à en savoir plus sur ces pays et comment s'y déployer, je vous invite à y assister. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par les financements, la plénière sur les outils de financement qui démarre dans 15 minutes. Ici sur cette grande scène. Merci d'avoir participé et merci à tous nos panélistes.